Bien le bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, mon nom est Serge Charbonneau, je suis le directeur du réseau IQ-Justice et aujourd'hui, c'est pas moi qui va prendre le pavé et qui va avoir le, le spotlight. Il va diriger vers la clinique de cybercriminologie que Benoît Dupont a initiée. Alors, Benoît, d'abord, nous donner un peu d'informations te concernant. Et d'où vient cette idée de créer une clinique de cybercriminologie pour accompagner les victimes d'actes criminels? Alors bonjour Serge, mon nom est Benoît Dupont, je suis professeur de criminologie à l'Université de Montréal depuis une vingtaine d'années et mon domaine de recherche porte sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Et il y a 2 ans, nous avons créé avec le soutien énergique d'étudiantes et d'étudiants la clinique de cybercriminologie, faisant suite au constat qu'il y avait au Québec chaque année des centaines de milliers de victimes de Mhm. cyberfraude et de cybercrime, mais que ces victimes-là avaient beaucoup de difficultés à trouver de l'information et trouver un accompagnement adéquat auprès des institutions habituelles comme la police, les centres d'aide aux victimes, les institutions financières. Et on s'est dit qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli et que peut-être nous, à l'université, avec l'expertise de nos étudiants, leur passion, on pourrait peut-être développer un service qui pourrait être utile. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure juste avant le démarrage de la pandémie, ce qui a nécessité quelques petits ajustements. Mais aujourd'hui, on a lancé ça il y a quelques mois et déjà, on observe qu'il y a des besoins auxquels on peut répondre de formation, d'information, de formation et information des victimes. Parfait. Et si tu me le permets, bien entendu, tu vas me le permettre. Alors, cette notion de cybercriminalité d'abord, avant de parler des victimes plus spécifiquement, est-ce que tu peux me décrire, là, parce que ça semble quand même un peu nouveau, là? Effectivement, alors la cybercriminalité, ça regroupe tout un tas de formes de délinquance. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, donc ces formes de délinquance qui vont du piratage informatique très sophistiqué, les rançongiciels qui frappent les entreprises, à des crimes contre la propriété, des fraudes plus classiques, mais qui sont amplifiées par la nouvelle technologie, Mhm. que ce soit les médias sociaux, que ce soit le courrier électronique. Et donc nous, c'est plutôt ça qu'on va cibler, c'est-à-dire des formes de cybercriminalité qui vont cibler des individus. Donc ce sont les courriers électroniques de phishing que vous recevez, les SMS que vous recevez de Revenu Québec ou de Revenu Canada qui vous promettent que vous avez un remboursement qui vous est dû si vous cliquez sur un lien. Donc nous, c'est vraiment ça. Et puis après, il y a d'autres types de cybercrimes qui sont eux, des attaques lancées par des États. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent dont nous, on ne traite pas dans cette clinique-là. Donc nous, c'est vraiment les cybercrimes du quotidien OK. qui nous intéressent. Donc les courriels, Netflix ne fonctionnent pas, les remboursements, Puroletor, la livraison, les fraudes aux crypto-monnaies sur les médias, sur Instagram, la fraude amoureuse sur les plateformes de rencontres en ligne comme Tinder, D'accord. tous ces types de fraudes-là qui sont amplifiés par les technologies numériques et qui frappent au Québec Oui. des centaines de milliers de personnes chaque année qui en sont victimes. Alors, donc, quand tu dis ça frappe des centaines de milliers de Québécois à chaque année, donc presque tout le monde est concerné, mais c'est drôle, c'est une information, là, je ne le vois pas. Moi qui m'occupe justement de délinquance, j'en ai, j'en ai une vague idée, là. Tu me parles de quelque chose pourtant qui est immense, là. Absolument. Ben, pour vous donner peut-être une idée un peu plus précise, pour le vol d'identité en ligne, c'est à peu près 4 à 5 des Québécois adultes qui sont victimes chaque année, donc qui se font voler leur numéro de carte de crédit ou qui se font pirater leur compte bancaire en ligne. Mhm. La fraude amoureuse, c'est 2 à 3 de la population québécoise adulte. Donc on est 8 millions et demi à peu près au Québec, donc c'est considérable, là, Mhm. 2 à 3 on ne le voit pas, pourquoi? Ben parce que la plupart des gens euh, estiment que c'est peut-être pas suffisamment grave pour en parler, pour aller porter plainte à la police. Et puis il y a aussi une partie non, non
non trivial de ces victimes-là, qui ont honte d'en parler, qui sont peut-être dans une situation d'isolement parce qu'elles se sont fait frauder quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Et elles subissent, au-delà du préjudice financier, un préjudice psychologique qui fait en sorte qu'elles vont hésiter à partager cette information-là. Parce qu'elles vont avoir peur qu'on les juge. Et donc, c'est ce public-là, ce groupe de victimes-là, un peu invisible, et auquel on envoie le message aussi, auquel la police et involontairement peut-être les centres d'aide aux victimes envoient le message que, comme elles n'ont pas eu un préjudice... victimes d'agression physique, c'est pas assez grave pour être pris en charge. Ce qui est faux. Une banalisation, c'est d'une certaine manière. Exactement, tout à fait. Écoute, Benoît, comme tu le sais, il y a des gens qui nous regardent et nous écoutent et on veut leur donner beaucoup de place. Alors, il y a des gens qui prennent en note les questions et qui vont nous les diriger. Donc, il y a ma collègue Mathilde qui va le faire. Donc, s'il te plaît, Mathilde, peux-tu nous dire un commentaire, question, s'il te plaît? Oui, merci Serge, merci Benoît. On a une question de Hortense qui rebondit sur la question de la fraude, notamment la fraude amoureuse. Qu'en est-il des violences sexuelles dans la cybercriminalité? Alors, les violences sexuelles, c'est un autre sujet assez important. Et peut-être je vais... alors, je ne sais pas si c'était l'intention de Hortense, mais je vais parler des violences sexuelles qui concernent notamment la circulation, la diffusion d'images intimes qui ont été partagées dans le cadre de relations amoureuses et qui, une fois que ces relations-là sont terminées, peuvent être partagées à l'insu de l'une des deux parties. Donc ça, on le voit chez les jeunes, mais ce n'est pas uniquement réservé aux jeunes. Il y a aussi des personnes, enfin je dis les jeunes, mais les gens qui sont à l'école ou secondaire, mais on voit ça aussi dans la population adulte. Et une autre manifestation, alors ce ne sont pas des fraudes, là on est plus dans les situations de harcèlement, d'intimidation, de violence psychologique. Et on voit ça aussi, un autre versant de ce type de phénomène, c'est tout ce qui concerne les violences conjugales ou domestiques, dans lesquelles vous avez un couple qui se sépare et dans lequel l'un des membres du couple va utiliser la technologie pour suivre et harceler en permanence l'autre personne. Donc, ça peut être en implantant des logiciels espions qui vont sur son téléphone intelligent, qui vont la suivre un petit peu partout, qui vont faire en sorte que la victime, ne va se sentir en sécurité nulle part parce que son ex-conjoint va toujours savoir où elle est et va lui faire savoir et va s'en servir pour l'intimider, pour venir parfois l'intimider physiquement. Mais ça peut être aussi intercepter les communications privées, ça peut être harceler en ligne sur les pages de médias sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc ça peut être extrêmement préjudiciable. Et évidemment, les centres d'aide aux victimes, aux femmes, sont en train de prendre compte de ça, et particulièrement, notamment quand elles accueillent des femmes en détresse, pour essayer d'instaurer des protocoles, notamment pour nettoyer leur téléphone intelligent, pour qu'elles puissent se sentir en sécurité, elles et leurs enfants, souvent, parce que ce sont en majorité, évidemment, des femmes qui sont victimes de ce type de situation. D'accord. Est-ce que je suis en train de comprendre, tu me corrigeras, alors ce petit outil que j'ai ici, que je trouve magnifique et qui facilite ma vie, la navigation, mon sens de direction, on ne peut pas les nommer, là, c'est des améliorations. Il contribue aussi peut-être à accentuer et même accélérer des formes d'agression, et ce qui veut dire qu'il va falloir que je devienne aussi un habile manipulateur de ces technologies. Est-ce que... Oui, tu as très bien compris, c'est-à-dire que ces outils technologiques nous offrent, donnent l'accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus riches, à des liens sociaux aussi qui sont enrichis parce qu'on peut rejoindre des gens qui vivent des situations assez rares qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer dans notre entourage immédiat, mais avec qui on peut établir des nouveaux liens. Mais ça ouvre effectivement la porte aussi à des comportements malveillants ou indésirables qu'on va devoir apprendre à identifier et à prévenir et éventuellement à stopper. Et c'est pour ça que dans le cadre de la clinique qu'on a lancée, on a voulu ne pas s'arrêter à un message de peur en disant « ces technologies-là ouvrent la porte » à tout un tas de comportements indésirables, mais aussi on peut se servir de ces technologies pour mieux aider les victimes à une échelle qui est celle de cette délinquance, de ces dizaines et centaines de milliers de victimes
dont on sait qu'elles sont exposées chaque année. Alors, notre démarche, c'est de créer une plateforme dans laquelle les victimes ne vont pas être infantilisées ou ne vont pas être confinées dans un rôle un peu passif, mais dans lequel on va leur donner aussi les moyens et les outils de se réapproprier le contrôle de la situation en partageant avec d'autres victimes leur expérience et en aidant d'autres victimes à identifier des situations problématiques et à les surmonter. D'accord. Parce que tu viens avec, je t'avoue, franchement, j'avais déjà quelque chose en tête et tu commences à y répondre, mais peut-être que tu pourrais en rajouter. J'avais un petit peu ce billet en me disant, mais pourquoi, Benoît, partir d'un nouveau service pour les victimes alors qu'il y en existe déjà? Alors, est-ce que tu peux en ajouter sur Oui, ça? je pourrais répondre à ça parce que ta question ouvre de multiples portes. D'abord, oui, il existe de multiples services, mais à Equijustice, vous êtes très bien placé pour savoir que ces services-là d'aide aux victimes sont déjà débordés avec des formes traditionnelles ou classiques de délinquance et de victimisation. Donc nous, ce qu'on a identifié, c'est que les victimes de cybercrime, leurs besoins sont un petit peu différents des victimes plus traditionnelles et malheureusement, les services existants d'aide aux victimes n'ont pas les capacités suffisantes parce qu'on ne leur a pas donné. Le temps que ces capacités-là augmentent, nous, on a dit qu'on ne pouvait pas attendre quelques années, on pouvait déjà, parce qu'à l'université, on a cette liberté, et parce que nos étudiants sont disponibles et sont heureux de s'impliquer et sont passionnés. On a une fenêtre d'opportunité. Puis quand les ressources traditionnelles auront des capacités nouvelles, eh bien évidemment, on leur passera le relais et on s'effacera un petit peu pour innover dans d'autres domaines. Mais il y a un deuxième constat qui a fait en sorte qu'on s'est dit il faut quand même qu'on fasse ça. C'est que les besoins des victimes de cybercrime sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et nous, en tant que chercheurs en criminologie, on est peut-être plus familier avec ces besoins-là. Et on a essayé d'y répondre d'une façon un peu nouvelle par rapport aux pratiques des organismes existants. Par exemple, je ne vais pas faire une conférence de plusieurs heures, mais par exemple, il y a beaucoup de victimes de ces cybercrimes qui n'arrivent même pas à comprendre ce qui leur est arrivé. Alors que quand on se fait agresser sexuellement, par exemple, ou quand on se fait agresser physiquement dans la rue, c'est assez simple à comprendre. La situation est assez claire, malheureusement, tragiquement. On a des repères. On a des repères. Dans le cas d'un cybercrime, des fois, les victimes ne comprennent même pas par quel stratagème le fraudeur a pu les persuader, les convaincre de prendre des mauvaises décisions. Donc, il faut, ou techniquement, tu sais, quels sont les outils malveillants que le fraudeur a implantés dans leur ordinateur. Donc, juste le travail d'explication technique et psychologique de ce qui s'est passé pour que la victime puisse ensuite avoir cette compréhension-là et passer à l'étape suivante, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup avec les étudiants en essayant de développer des contenus qui sont très accessibles au commun des mortels. Ce n'est pas du tout des contenus académiques ou universitaires, c'est vraiment des contenus qui sont très accessibles dans un langage de tous les jours. C'est bon. Une autre question. Alors, oui, en fait, ce n'est pas une question. Je voulais vous transmettre d'abord les salutations de Maurizio, qui nous écoute depuis l'Italie. Ah oui, d'accord. Et puis, je voulais vous faire parvenir le commentaire de Crolène, qui dit « Je travaille auprès d'une clientèle ayant été victime d'actes criminels dans un CAVAC, et ces types de crimes sont des crimes qui nous interpellent énormément depuis fort longtemps, et qui m'a amené à chercher des outils plus spécifiques dans ce sens. Je suis contente de voir que vous avez le même objectif et que vous pouvez faciliter l'accès à l'information. » Et pour rebondir, j'ai moi-même une question pour vous. Tout à l'heure, Benoît, tu disais que les victimes de cybercriminalité n'avaient pas tout à fait les mêmes besoins que les autres victimes. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est quoi exactement les mots qu'ils utilisent pour parler de leurs besoins et de leurs attentes? Alors, oui, leurs besoins, d'abord, le premier besoin, c'est celui d'être reconnu en tant que victime. Parce que très souvent, on s'arrête très souvent au préjudice financier, qui peut être de quelques centaines de dollars. Et donc, on a tendance à minimiser un petit peu leur degré de victimisation. Ce ne sont pas forcément les bonnes victimes au sens où on l'entend traditionnellement, parce que leur intégrité physique n'a pas été menacée. Et donc, on se dit quelques centaines de dollars, c'est pas forcément énorme. La personne va pouvoir surmonter ça. Pour des personnes qui sont dans des situations économiques très précaires, quelques centaines de dollars, ça peut être extrêmement fragilisant. Donc, juste de reconnaître
qu'elles sont de vraies victimes, entre guillemets. Ça, c'est un premier besoin. Un deuxième besoin, ce sont des besoins en termes psychologiques. Elles vivent des situations qui ont tendance à les isoler. Elles sont très en colère contre elles-mêmes parce qu'elles ont l'impression que c'est elles qui ont fauté en prenant de mauvaises décisions. Donc, c'est d'essayer également de leur donner des outils psychologiques pour surmonter ces phases de démoralisation qui peut les conduire à l'isolement. Elles ont des besoins aussi en termes d'entourage social parce que la situation dans laquelle les a plongées la victimisation a tendance à créer des tensions avec leur entourage, leur famille ou leur entourage immédiat, qui va avoir tendance à répercuter vers elles le fait qu'elles ont pris une mauvaise décision et qu'elles ont par exemple perdu toute leur retraite et que donc leurs enfants vont leur dire « oui, mais moi, je ne peux pas t'aider non plus ». Et donc, ça crée des tensions. Ou dans le couple aussi, il y a des fois des membres du couple qui vont perdre toutes les économies du couple et ce qui va générer des tensions énormes avec l'autre membre du couple. Donc, il y a ces besoins aussi sociaux. J'ai parlé tout à l'heure des besoins techniques d'explication de ce qui s'est passé. Et puis, parfois, il y a des besoins d'accompagnement technique immédiat. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure des femmes qui sont harcelées ou qui sont intimidées en ligne. Des fois, c'est tout simplement le fait de les aider à désinstaller le logiciel malveillant dont se sert leur harceleur, qu'il a injecté dans leur téléphone intelligent, parce qu'elles ne peuvent pas se racheter forcément un téléphone intelligent à $1000. Donc, de les aider à désinstaller ces logiciels malveillants de leur machine, à nettoyer leur machine pour qu'elles puissent de nouveau avoir confiance dans l'intégrité de leur communication. Et on avait quelqu'un des CAVAC qui nous posait une question ou qui faisait un commentaire. C'est clair que, par exemple, les CAVAC ne sont pas équipés techniquement pour offrir cet accompagnement-là. Ce qu'ils peuvent faire, c'est renvoyer vers des services techniques, mais qui eux-mêmes ne sont pas sensibilisés à la vie des victimes, à la réalité. Donc, c'est cette question-là, de créer de nouvelles structures, de nouveaux partenariats aussi, parce que les CAVAC ne vont pas devenir des intervenants technologiques. Donc, il va falloir créer des nouvelles symbioses. Et puis, encore une fois, moi, je viens ici aujourd'hui en toute humilité, c'est-à-dire que on ne vient pas dire les CAVAC ne font pas leur travail. On vient dire, on va essayer d'aider les CAVAC avec des contenus qu'on a produits. On va essayer de trouver des partenaires qu'on va pouvoir aider à mettre ensemble pour répondre à ces besoins-là. Donc, on est dans une démarche extrêmement humble, extrêmement modeste, ce qui n'est pas toujours habituel pour les universitaires, je dois l'admettre. Mais les étudiants nous aident beaucoup à rejoindre le niveau de... On dira qu'on connaît Benoît Dupont quand même dans cette humilité-là. Écoute, j'entends des choses qui me disent donc les connaissances et les compétences des gens qui interviennent auprès des victimes sont quand même importantes. Je sens qu'il y a des choses qui sont les proches qui banalisent ou même qui culpabilisent ou même des organisations qui viennent en aide, des assureurs et tout, qui peuvent dire « Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne vous êtes pas protégé » et ces choses-là. Mais et là, mais il y a quand même des technologies ou d'accès à la technologie qui est peut-être assez simple à transmettre à des gens qui font de l'intervention auprès des victimes. Il ne faut pas non plus imaginer que désinstaller un logiciel ou des choses comme ça, il n'y a pas des astuces et des choses qui pourraient s'intégrer à notre travail, tous, des intervenants sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi là, non? Oui, tu as tout à fait raison. Puis nous, on cherche à démystifier un petit peu ces questions-là, c'est-à-dire que il y a une formation qui est requise, certainement. Et puis, cette formation-là, sa particularité, c'est qu'elle doit être permanente parce qu'il y a sans cesse de nouvelles technologies ou de nouvelles plateformes qui apparaissent. Alors, la fraude sur Facebook était très répandue il y a quelques années. Maintenant, c'est Instagram qui est un lieu de convergence des fraudeurs. C'est là où ils trouvent leurs victimes. Mais c'est certain que TikTok, parce que les jeunes, contrairement par exemple à des présupposés, on pense que les personnes âgées sont beaucoup plus exposées que les jeunes. En fait, c'est faux pour la fraude. Les jeunes sont beaucoup plus exposés que les personnes âgées parce qu'ils sont beaucoup plus présents en ligne. Et donc, il y a besoin de prendre connaissance de ça et de s'adapter. Mais comme tu l'as dit, les compétences techniques dont on a besoin on n'a pas besoin de faire une maîtrise en ingénierie informatique pour pouvoir aider et accompagner, mais on a besoin d'acquérir des habitudes de formation, de mise à jour de nos connaissances quand on est un intervenant dans ce domaine-là, d'avoir aussi la possibilité d'avoir du temps qui est dégagé pour acquérir ces compétences, ce qui n'est pas toujours le cas et qui va devoir devenir peut-être un nouveau réflexe. Il y avait, je sais très bien pour les intervenants avec leurs ordres, des exigences de se former en intervention
au fil du temps, mais il va y avoir peut-être aussi la nécessité de se former dans ces domaines technologiques d'une façon plus régulière. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas nécessairement des compétences techniques très poussées qui sont requises, mais c'est une curiosité, une sensibilité par rapport à ces questions-là. C'est bon. Mathilde. Pardon, j'ai une question. Déjà, merci, vous avez répondu notamment aux fameuses portes d'entrée donc au niveau de la technologie qui étaient déjà posées dans les commentaires. Mais autre les portes d'entrée, Florence nous demande, est-ce qu'il y a un profil de victime de cybercriminalité? Intéressant. Alors, malheureusement, la réponse est non. Il n'y a pas de personne qui est particulièrement susceptible selon les catégories habituelles de l'âge ou du genre ou du niveau d'éducation. Les profils, ce que nous disent les études, c'est que c'est corrélé avec vos habitudes de vie. Donc, forcément, plus vous passez de temps en ligne, plus vous êtes exposé à devenir une victime. Et paradoxalement, plus vous pensez connaître un sujet particulier, comme les investissements, et plus vous allez être susceptible de devenir une victime parce que vous allez probablement manifester une confiance excessive dans vos capacités de détecter d'éventuelles fraudes. Exactement, d'éventuelles fraudes. Et donc, vous allez peut-être prendre des décisions malheureuses. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes sont surreprésentés, mais parce qu'ils passent beaucoup plus de temps en ligne. C'est bon. Donc, ce sont leurs activités routinières qui expliquent beaucoup ça. Et donc, c'est ça aussi qu'on essaye de faire avec la clinique, c'est de dire, ça serait pratique qu'il y ait un profil typique, parce qu'on pourrait les identifier, les gens qui ont ces profils-là, et les cibler. Et malheureusement, pas du tout. Chacun d'entre nous est susceptible, à un moment ou à un autre, parce qu'on a une surcharge de travail, parce qu'on clique d'une façon trop rapide, on veut se débarrasser de courriels, parce qu'on pense que là, c'est un risque que je suis prêt à prendre, parce que dans le cadre de la fraude amoureuse, on est dans une situation de solitude, on a envie de briser cette solitude, on est prêt à croire à des choses auxquelles peut-être dans un autre moment on ne croirait pas. Donc c'est vraiment le contexte qui va déterminer beaucoup plus la susceptibilité d'être victime qu'un profil prédéterminé et stable dans le temps. Moi, je vais rebondir sur la fraude amoureuse parce qu'on a 2 questions à ce sujet. Je vais juste essayer de les retrouver dans le fil des questions. Donc, c'est 2 questions. Donc, une d'Audrey qui demande un exemple de cible d'intervention avec les personnes victimes de fraude amoureuse. Elle comprend qu'il y a un travail d'éducation au crime dont elles ont été victimes, mais après. Puis une autre question qui est un peu reliée à la fraude amoureuse. Quand une victime ne réalise pas qu'elle se fait arnaquer et qu'elle croit que c'est la bonne personne et qui lui demande l'argent, comment faire pour l'accompagner? Comment faire pour accompagner une victime qui croit mordicus à ce qui leur arrive Oui, alors ça, en fait, c'est 2 très bonnes questions et qui sont étonnamment liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que dans les cas de fraude amoureuse, il y a 2 types de victimes. Il y a la victime qui, une fois qu'elle a subi un préjudice financier, a compris ce qui s'est passé, ou a compris ou a évolué et voit la personne qu'elle jugeait comme étant son partenaire ou sa partenaire comme étant en fait une fiction, et est prêt à avancer et essaye de reconstituer le préjudice qui a été perdu. Mais vous avez une deuxième catégorie de victimes qui sont celles auprès desquelles les interventions vont être particulièrement nécessaires. C'est les victimes qui comprennent qu'elles ont été victimisées, mais en même temps continuent d'entretenir des sentiments amoureux envers le fraudeur. Et donc, elles sont dans un état d'ambiguïté dans lequel elles savent qu'elles ont perdu de l'argent, mais elles vont continuer à parler aux fraudeurs, et dans certains cas, elles vont continuer à envoyer de l'argent aux fraudeurs. Et parfois, elles vont donc avoir du ressentiment par rapport aux institutions financières qui vont essayer de les protéger. Et donc, elles vont osciller entre ce sentiment d'être victimisées. Elles auront tout perdu dans certains cas, et ce sont des témoignages qu'on a recueillis. Et en même temps, leur solitude est tellement forte, et leur besoin, la valorisation qu'elles ont de cette relation, qu'elles savent être factice, mais qui néanmoins leur fait du bien, est tellement
forte, qu'elles vont continuer à nourrir ces relations qui sont évidemment toxiques pour la victime. Et donc, ça, c'est très compliqué et c'est là que les interventions vont être vraiment bénéfiques. Et la deuxième question, c'était, je viens de l'oublier, c'était par rapport au... ça, je pense que c'était la première question. Mais il y avait une deuxième question sur... ouais, je me souviens plus, je suis désolé. On est désolé. C'est ça. Alors ça, c'est très problématique aussi parce que leur famille a beau vouloir les aider, leur institution financière a beau vouloir bloquer ou essayer de retarder les virements d'argent, la personne est persuadée qu'en fait, c'est une véritable relation amoureuse. Donc là, c'est un travail d'accompagnement psychologique, je pense. J'imagine. Qui doit être très délicat, mais c'est un peu comme les personnes qui sont dans des sectes, qui sont dans des relations comme ça. Et l'emprise, il ne faut vraiment pas minimiser l'emprise que peuvent exercer ces fraudeurs-là, qui parfois même vont utiliser des victimes de fraude amoureuse pour victimiser d'autres personnes. Donc elles vont les utiliser pour transférer de l'argent, elles vont parfois les menacer. Donc il y a vraiment une emprise psychologique qui est extrêmement forte et qui probablement... Alors là, moi, je ne suis pas un intervenant qualifié, compétent en psychologie, donc je crois qu'il y a d'autres personnes qui seraient mieux placées que moi, mais je crois que c'est un travail de très longue haleine qui doit être fait dans ce cas-là. C'est bon. Écoute, je t'ai déjà entendu dire qu'il n'y avait pas nécessairement une grande différence entre cybercrime ou cybercriminalité et criminalité. Alors, cyber-victime ou victime, c'est peut-être aussi des choses qui sont très semblables, là. Oui, et il y a quelques recherches qui commencent à apparaître dans lesquelles on essaye de voir si finalement les victimes de cybercrime ne sont pas également des personnes qui, pour des raisons qu'on n'arrive encore pas très bien à comprendre, seraient également des victimes de façon disproportionnée de crimes traditionnels. D'accord. Parce que leur mode de vie les expose, ou leur processus de prise de décision les expose à des situations plus risquées que la moyenne de la population. Mais je t'avoue que c'est encore très préliminaire et il y a encore beaucoup de recherches à faire. Donc je ne me hasarderai pas à essayer de dresser des parallèles parce que la manière dont les fraudeurs rejoignent les victimes est quand même très différente de la manière dont les personnes dans la rue, par exemple, vont être exposées à ces risques criminels. Mais par contre, pour la fraude dans le monde physique, c'est certain qu'il doit y avoir des recoupements ou des recouvrements. D'accord. Mathilde. J'ai une question, notamment, cette fois-ci, ce serait plutôt pour Equijustice. Dans le fond, on demande un peu quels sont les types de cybercrimes pour lesquels on reçoit des demandes d'accompagnement et qu'en est-il de la justice réparatrice pour les victimes? On pense notamment pour la fraude amoureuse, mais peut-être pour d'autres sortes de crimes. Bien, alors de manière officielle, il y a quand même des cybercrimes qui sont dénoncés, puis même amoureux, échange de photos. C'est très fréquent et ça a été très, très, très fréquent pendant quelques années dans le domaine de la justice des mineurs. Et ça a aussi conduit à des discussions, des dialogues entre victimes et agresseurs dans ces questions-là. Donc, et je pense que toutes les formes, donc on ne va pas s'arrêter quand on parle de ces discussions-là, elles peuvent prendre toutes sortes de formes. Donc, le contact en personne, c'est possible, mais il y a aussi d'autres formes d'accompagnement numérique ou électronique qui sont possibles. Donc, on multiplie les possibilités. Alors, il y a plusieurs personnes qui qui ont cherché à entrer directement en relation. Est-ce qu'on peut même parler de confrontation, discussion, dialogue? Ça existe aussi chez les adultes qui ont été victimes des choses. Mais il faut connaître les services. Alors, cette idée aujourd'hui est un peu, peut-être qu'on se rejoint. Quand tu me parles, Benoît, j'ai l'impression que c'est tellement vaste, les possibilités sont tellement vastes qu'il va falloir être très nombreux pour ouvrir des portes pour les victimes de ces agressions-là. Bien, tu as tout à fait raison. Puis moi, un des documents les plus fascinants que j'ai vu traverser mon bureau là, depuis des années, c'est un document australien produit par l'Institut australien de criminologie qui a essayé de représenter tout le réseau des intervenants
qui entoure, avec lequel une victime de vol d'identité, mais la fraude amoureuse, ça serait identique, est amenée à intervenir ou à interagir après avoir été victime. Et en fait, on se rend compte que c'est comme une mouche qui est prise dans une toile d'araignée, parce qu'il y a autour d'elle, la victime, des dizaines et des dizaines d'institutions et d'intervenants qui, chacune d'entre elles ou chacun d'entre eux, contrôle une partie du puzzle de sa reconstitution et de son processus de guérison, en quelque sorte. Oui. Et ça, c'est très complexe. Et ça, je pense que c'est le défi majeur, c'est d'essayer de fournir aux victimes, et déjà pour nous, en tant que partie prenante, de nous créer une carte qui nous permette de savoir quels sont tous les acteurs et tous les intervenants qui ont les compétences, comment on va pouvoir se connecter les uns avec les autres, et ensuite, comment on va pouvoir communiquer cette information-là, parce que nous, on est des professionnels de l'intervention auprès des victimes, donc on comprend ça de façon plus intuitive, ça fait des années qu'on intervient là-dedans, mais il faut qu'on puisse communiquer ça aussi aux victimes ou aux intervenants moins habitués, d'une façon qui soit très synthétique et qui soit utile aussi. Voilà. Si on veut faire une différence dans cette situation-là. Donc, encore une invitation à quitter le travail en silo puis vraiment développer on appelait ça partenariat ou ces choses-là, mais c'est quand même pour... si ça ne se fait pas, il y a quelque chose qui va échapper à tout le monde, là. C'est ça. Effectivement. Ouais. Alors, Mathilde. Oui, j'en profite pour rebondir au sujet de la nébuleuse de services qui existe dans l'univers de la justice. Si on devait résumer pour les victimes et les intervenants qui nous écoutent actuellement, c'est quoi les étapes qu'une victime de cybercriminalité devrait entreprendre pour faire connaître sa situation puis obtenir justice? Oui, intéressant. Alors, ça dépend évidemment de quel type de cybercrime on parle, mais globalement, vous avez 3 ou 4 grands types d'intervenants avec lesquels vous devez prendre contact. Ça peut être votre institution financière dans un premier temps, parce que c'est eux qui vont être directement le plus à même de vous protéger ou d'essayer de récupérer de l'argent s'il n'est pas trop tard, en tout cas le maximum possible, de bloquer vos cartes, d'essayer de faire quelque chose de très concret pour stopper l'hémorragie s'il s'agit d'un préjudice financier. Les services de police, une déclaration est toujours indispensable, même si évidemment peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à attendre et c'est assez peu probable que les enquêtes aboutissent, mais c'est quand même nécessaire d'avertir les services de police. Ça peut être un centre d'aide aux victimes. Si vous avez besoin d'un soutien psychologique, de ressources financières pour vous aider à traverser cette épreuve. Ça peut être aussi votre bureau de crédit. On va vous demander très souvent de contacter votre bureau de crédit pour essayer de geler votre dossier de crédit, puisqu'on vit dans une société dans laquelle votre score de crédit va déterminer énormément de services auxquels vous allez avoir accès, donc d'essayer de prendre ces mesures de protection. Et ensuite, selon les autres formes de préjudice, c'est peut-être obtenir des services d'un psychologue pour vous aider à surmonter ça. Dans certains cas, ça va être même d'aller voir un médecin, votre médecin de famille, parce que, par exemple, beaucoup de personnes vont souffrir d'insomnie à la suite de ce type d'incident de victimisation et donc vont perdre du sommeil. Dans certains cas, certaines études montrent même qu'il y a des répercussions physiologiques. Donc, si vous avez un certain âge, vous allez avoir une augmentation des risques d'incidents cardiovasculaires. D'accord. Parce que votre stress va augmenter, vous allez culpabiliser. Donc, ça peut être jusqu'à aller voir votre médecin de famille. Donc, si vous nous contactez à la clinique de cybercriminologie, on va essayer de vous faire un plan d'intervention personnalisé. Et donc, vous allez parler à des étudiants qui sont des intervenants et qui vont essayer de comprendre votre situation et qui vont dresser pour vous une liste des institutions et des organismes à contacter, dans quel ordre. Et donc, vous allez pouvoir parler avec quelqu'un qui va vous donner justement un petit peu, qui va vous aider à traverser cette épreuve. Est-ce que cette liste d'organismes avec lesquels vous faites affaire ou auxquels vous référez, elle est disponible sur votre site Internet, j'imagine? Oui, la liste est déjà disponible sur le site Internet, mais c'est une liste totale, complète. Alors, si vous nous appelez, après, nous, on pourra vous donner un suivi, un accompagnement plus personnalisé en vous donnant par ordre de priorité quels sont les organismes qui vont devoir être
contacter en priorité. Mais j'imagine que ce n'est pas seulement par téléphone qu'on peut vous contacter. Là, donc, Évidemment, on peut nous contacter par courrier électronique, on peut nous contacter en ligne, on peut nous contacter aussi par téléphone. Et on l'espère, quand les mesures de distanciation sociale vont être encore plus relâchées, on espère pouvoir, dans certains cas, accueillir des victimes physiquement. Okay. J'ai une autre question de la part de Christine qui nous dit qu'on parle beaucoup des victimes directes des crimes de cybercriminalité, mais elle aimerait savoir qu'en est-il des proches, des victimes indirectes, des gens qui seraient impactés par ce cybercrime, mais d'une façon un peu moins directe. Est-ce qu'on les accompagne, ces gens-là aussi? Alors, nous, dans notre modèle à la clinique de cybercriminologie, on a prévu de pouvoir accueillir aussi bien les victimes directes que les victimes indirectes, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, les personnes qui font partie de l'entourage d'une victime, même si elles ne sont pas victimes, peuvent nous contacter pour qu'on puisse les accompagner et les aider. On a parlé tout à l'heure de la situation des fraudes amoureuses dans lesquelles les victimes sont dans un déni complet, et dans lesquels ce sont très souvent les membres de l'entourage, les enfants, les amis, qui vont essayer de ramener un petit peu la victime à la raison. Donc évidemment, les membres de l'entourage, les victimes indirectes, peuvent nous contacter et vont trouver sur notre site des informations qui vont peut-être les aider à persuader, à convaincre, à sensibiliser leurs proches à la situation qu'elles sont en train de vivre. Une autre question? Je pense que... Vas-y. Je ne sais pas si je suis encore en ligne. Des fois, on fait des petits messages ici qu'on se fait. Il y a des gens qui sont devant nous. Pour me dire que je suis entendue. Bon, merci, merci pour les réponses. Et puis en même temps, ça me pose une question. C'est que est-ce qu'il y a des crimes, des cybercrimes qui sont comme sous-estimés et dont il faudrait qu'on parle, qu'on leur laisse plus de place? Oui, je dirais qu'à l'heure actuelle, ils sont tous sous-estimés. Malheureusement, j'aimerais dire qu'il y en a certains qui sont beaucoup mieux pris en charge que d'autres, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont tous sous-estimés parce que pour tous, les statistiques dont on dispose sont nettement insuffisantes. Et quand elles existent, elles sont souvent trop anciennes. Alors par exemple, on voit se répandre à l'heure actuelle, depuis quelques mois, une vague de fraudes aux crypto-monnaies qui sont toutes diffusées via des plateformes, par des influenceurs, via des plateformes de médias sociaux comme Instagram, pour ne pas le nommer, TikTok aussi un petit peu, Facebook dans une certaine mesure, mais beaucoup moins. Et donc, évidemment, mais ça fait quelques mois seulement que c'est en train de se répandre. On pourrait expliquer pendant des heures pourquoi maintenant et pas il y a quelques mois. Mais c'est difficile de suivre ça en temps réel. Et donc, ça, probablement, c'est encore plus sous-estimé que les autres formes de cybercrime. Mais moi, je répondrais malheureusement, c'est un peu pessimiste comme réponse, hélas. Mais à l'heure actuelle, c'est tous les cybercrimes qui sont sous-estimés. C'est un état de situation. Donc, et de toute manière, tu as déjà écrit avec des collègues sur les défis pour la police. Mais il y a certains secteurs même que tu n'as peut-être pas encore. Là. Tout le streaming live et tous ces espaces-là, est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent? Je sais qu'en France, il y a les promeneurs du net. Il y a des choses aussi au Québec. Il y a quelques initiatives, mais qui sont souvent plus dans l'univers techno, donc qui ne sont pas forcément connectés avec des intervenants plus traditionnels et plus classiques. Moi, ma découverte personnelle, là, depuis quelques mois, ce sont des YouTubers, des influenceurs qui se font une spécialité d'avoir une chaîne anti-fraude téléphonique. Et donc, ils font un travail éducatif qui est incroyablement efficace. Certains d'entre eux, là, les plus populaires, sont suivis par 2 millions de personnes. Et il y en a un, notamment Pierre Oggi, là, aux États-Unis. Sa vidéo la plus visionnée, qui est une vidéo qui finalement explique tous les mécanismes et les ressorts de la fraude par centre d'appel. Donc, quand vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un qui prétend que votre ordinateur est infecté, qui vous demande de faire des choses et qui, en fait, veut vous extorquer de l'argent, sa vidéo la plus visionnée, elle a été vue 15 millions de fois. Alors, ça, moi, j'évalue des fois des initiatives de prévention de la criminalité. Mais avoir une initiative de sensibilisation et d'éducation qui rejoint 15 millions de personnes, j'avais jamais vu ça. Et donc lui, il fait ça tout seul avec son équipe de production.
et il a une audience phénoménale. OK. Et donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces plateformes offrent aussi une fenêtre, un moyen de rejoindre des millions de gens, de les éduquer, de leur donner des compétences pour éviter de devenir des victimes. Et toi, tu parlais d'autres initiatives, Serge, et je pense que c'est fascinant, tout ce qu'on peut faire aussi. Donc, il faut rester optimiste. Il y a plein de choses extrêmement bénéfiques qu'on peut trouver sur ces plateformes-là aussi pour aider les gens. Oui, en parlant de compétences, justement, Marielle a une question, c'est de savoir s'il existe des signes qui peuvent annoncer notre risque d'être une victime de cybercriminalité. Et en même temps, j'aimerais ajouter à titre préventif, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se prémunir de ces crimes-là? Donc, comment on fait pour les détecter et comment on fait pour s'en prémunir? Okay. Alors, pour les détecter, c'est un petit peu la même réponse que celle qu'on a apportée pour les intervenants tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut commencer par prendre conscience que c'est devenu une réalité, de la même façon qu'on verrouille à chaque fois notre voiture quand on la laisse sur un stationnement ou qu'on essaye de pas marcher seul la nuit dans des lieux qui sont mal éclairés, qui sont des réflexes qu'on a acquis au fil des ans. C'est un petit peu la même chose, de rester un petit peu sensible. Et quand on voit des articles sur Facebook ou dans les médias sur des nouvelles formes de cybercriminalité, de consacrer quelques minutes peut-être pour essayer de développer nos connaissances générales, parce que souvent ces articles vont indiquer des éléments qui vont nous permettre d'identifier et d'augmenter notre vigilance. Donc ça, c'est un peu un travail de sensibilisation, de responsabilisation qu'on doit tous faire, mais encore faut-il qu'on ait accès à de l'information de qualité pour faire ça. Donc, première chose, pour essayer de développer cette culture un petit peu de la sécurité. Et les signes précurseurs, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'on peut faire, c'est des choses assez basiques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de devenir un ingénieur de Polytechnique pour pouvoir adéquatement se protéger. Alors, c'est toujours les mêmes affaires. C'est mettez à jour toutes vos applications, que ce soit sur votre téléphone intelligent, sur votre ordinateur. Apprenez à éviter de partager trop d'informations sur vos profils de médias sociaux. Vous n'avez pas besoin d'indiquer votre date de naissance, vous n'avez pas besoin d'indiquer quand c'est que vous êtes chez vous, que vous êtes en voyage, le nom de vos enfants, de partager des choses trop intimes. Faites-le uniquement avec les gens de votre entourage immédiat et paramétrez vos profils de médias sociaux pour que uniquement les membres de votre entourage que vous avez validés, que vous avez vérifiés, puissent avoir accès à ces informations-là, à moins que vous soyez sur votre métier d'avoir une visibilité sur les médias sociaux. Et dans ces cas-là, ayez deux profils, un profil public, un profil privé, dans lequel vous partagez de l'information qui est privilégiée avec votre entourage et de l'information professionnelle avec tout le monde. Aussi, une mesure qui est extrêmement protectrice, c'est d'activer à chaque fois que vous pouvez les outils d'authentification multifacteurs, c'est-à-dire là où on vous demande de recevoir un SMS à chaque fois que vous voulez vous connecter ou d'utiliser votre téléphone intelligent et l'empreinte digitale pour autoriser une connexion. À chaque fois, évidemment, ça vous fait perdre quelques précieuses secondes, mais ça vous protège d'une façon excellente contre les tentatives de fraude. Et ça va venir mettre des barrières très difficiles à franchir aux fraudeurs. Donc, je vous dirais, télécharger les mises à jour, éviter de partager de l'information personnelle, authentification multifacteur. Et puis, si vous pouvez essayer d'utiliser les outils, et je sais que je ne serai peut-être pas très populaire, mais les outils des grandes entreprises du net, notamment Google et Microsoft, parce que sans que vous le sachiez, si vous utilisez par exemple le navigateur Chrome ou le navigateur de Microsoft Edge, en arrière-plan, dès que vous allez aller sur un site risqué, ils vont vous avertir à l'avance parce que chaque jour, ils bloquent des millions de connexions à des sites frauduleux. Et donc, ce ne sont pas des solutions open source, mais leur capacité de vous aider sans que vous en rendiez compte est phénoménale. Alors, utilisez ces outils-là dans lesquels des centaines d'ingénieurs travaillent à éviter que vous deveniez des victimes. C'est bon. J'allais ajouter, il y a aussi beaucoup de vidéos qui nous donnent des tutoriels sur comment se protéger, désactiver des fonctions
qui voudraient. Et peut-être même une invitation à tout le monde qui écoute puis qui ont des compétences d'aller voir les proches et d'aller voir. Donc, il faut multiplier et aller voir nos proches et faire des paramétrages et s'ils ne sont pas capables de le faire. Donc, on a tous une responsabilité aussi individuelle de propager là, ces bonnes habitudes. Oui, et sans jamais les juger. Ça, oui, sans jamais les juger, en étant vraiment, en leur donnant en essayant de leur communiquer les capacités et sans jamais qu'ils se sentent inférieurs dans les décisions qu'ils ont prises, parce que c'est là qu'ils vont se bloquer et c'est là qu'ils vont ne pas communiquer quand ils auront un doute. Voilà. Alors moi, je le dis, je l'ai vécu avec mon père qui a été très à l'aise de demander conseil et j'aurais pu lui dire, mais non, mais c'est évident, non, on est passé à travers, on en a discuté. Et donc, ce regard sans jugement est très important pour que la confiance se perdure et pour que justement, en cas de doute, ils viennent nous voir et d'offrir cette possibilité aux membres de notre entourage dont on sent que peut-être ils pourraient être tentés par un certain nombre de décisions malheureuses. C'est probablement le petit clin d'œil que tu fais quand tu parles d'accompagner les victimes. Donc, ce n'est pas les juger, c'est de les accompagner et de les inviter. Voilà. Mathilde. Oui, j'ai une question qui est peut-être un peu plus pour toi, Serge, mais peut-être que Benoît a une opinion aussi. Dans beaucoup de situations, l'identité du cybercriminel n'est pas toujours connue, dans les cas de fraude, etc. Enfin, comment est-ce qu'on peut espérer obtenir réparation si on n'a pas les moyens de dénoncer une personne en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, Serge ou Benoît? Mais après, ça, c'est le même défi que dans la justice plus traditionnelle ou dans les crimes plus traditionnels. Il y a des gens qui ne connaissent pas les auteurs. Et il ne faut pas que nos organisations demeurent silencieuses à l'égard de ces personnes-là. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a des rencontres avec des victimes qui sont non liées. Et puis, il y a même aussi des groupes de parole, des groupes de victimes où certaines personnes peuvent se réunir. Donc, il ne faut pas laisser ces gens-là en plan parce qu'on n'est pas capable d'identifier. Puis, surtout que nos institutions ont beaucoup de difficultés et elles vont en avoir pour quelques années parce que ça prend aussi beaucoup de restructuration chez les services policiers et ces choses. Alors, il faut que nous, on cesse de dire seulement les victimes pour qui l'auteur est connu. Il faut effectivement que toutes les organisations qui viennent en aide aux victimes se disent, même si ce n'est pas connu, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vous soutenir dans exprimer, être reconnu comme une victime, partager avec d'autres, qu'est-ce que vous avez vécu? Je pense qu'ils sont là les défis. Si on parle de justice restaurative ou réparatrice restaurative, c'est là les défis pour nos organisations. Toujours plus facile quand on connaît le délinquant, hein? Toujours plus facile. Alors, mais toi, tu voulais peut-être t'exprimer sur ces questions-là aussi. Non, mais juste peut-être petit complément. C'est certain que dans la majorité des cas, les auteurs sont à l'étranger, dans des pays dans lesquels c'est vraiment pas du tout la priorité numéro 1 de la police, parce que la police doit gérer des problèmes pas mal plus graves selon leur perspective à eux. Mais il y a quand même les institutions financières, si vous passez par elles, qui peuvent, dans certains cas, renverser certaines transactions, ou si ce sont des paiements par carte de crédit qui peuvent être également renversés. Donc, même si on ne connaît pas l'auteur, il y a dans certaines situations le préjudice qui peut être quand même atténué ou renversé dans ce qui concerne la dimension financière principalement. Ça veut dire, alors il y a des gens qui nous font des signes, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va toujours aller voir, parce que vous avez quand même priorité. Si vous avez des questions et des commentaires, on est là pour vous écouter, vous entendre et bien répondre à vos attentes finalement. Oui. J'aurais peut-être une question de Clara que je vais un petit peu modifier et j'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. C'est comment est-ce qu'on répond aux besoins des victimes à travers la justice réparatrice? Et je vais rebondir un peu sur la réponse, des éléments de réponse que tu as donnés juste à l'instant, Benoît. On parlait éventuellement de récupérer de l'argent, mais au-delà du retour d'argent, qu'est-ce qu'on peut espérer comme réparation si on ne peut pas obtenir d'argent? Je pense qu'il y a des lacunes. On a tous des lacunes. On a énormément de lacunes. Il va falloir les reconnaître. La première chose, c'est quand Benoît mettait l'exemple dans sa vie privée, de reconnaître et de ne pas juger. Donc, d'abord. Alors, il est impossible de rejoindre les auteurs de certaines infractions. Il est impossible de les rejoindre. Mais j'ose espérer que
l'écoute d'une personne qui va décrire, qui va avoir au moins, qui va pouvoir me l'exprimer à un intervenant victime, à un intervenant policier, à un travailleur social en quelque part, ou à un gérant d'un Walmart, à la limite. Il y a quelque chose dans tout ça qui, à mon avis, peut constituer des formes de réparation, des formes d'apaisement. Il y en aura pas ici d'excuses, de reconnaissance de tort, mais il y a dans le soutien collectif qu'on peut donner, parce qu'on a la gâchette rapide sur le jugement des gens. Tu t'es pas protégé, mais c'est quoi? Quelle connerie d'avoir fait ça? Pourquoi te taper sur ce lien-là? Alors, je pense qu'il faut tout ça, puis en même temps écouter. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc, c'est reconnaître, ne pas juger, et comme si on développait tous l'habitude, tous les professionnels que nous sommes, de dire et comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu? Mais je pense que cet espace-là, c'est un espace qui est, je le mettrais dans le large tableau de c'est réparateur, de pouvoir exprimer à quelqu'un qui est authentique, là, puis qui nous écoute pour le vrai. C'était quoi? Malgré tout, je me suis fait complètement avoir, mais... et comment aussi reconstruire ta confiance à utiliser ces outils-là, parce que tu vas pas t'en passer le même matin, là. Donc, tu vas retourner sur l'ordinateur, tu vas retourner sur Instagram, tu vas retourner sur TikTok ou autre. Alors, il faut, je crois, développer, en tout cas le plus largement possible, des réseaux comme ça, là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis nous, notre pari avec la clinique de cybercriminologie, c'est d'utiliser un petit peu cette démarche-là et même peut-être de voir si on ne peut pas la pousser un petit peu plus loin en reconnaissant finalement que ces victimes, comme tu l'as dit Serge, elles ne vont jamais rencontrer l'auteur qui a été à l'origine de l'incident. Donc elles ne vont jamais avoir cette réparation-là, cette satisfaction-là. Par contre, peut-être qu'elle va devenir disponible pour transmettre à d'autres victimes qui sont en train de vivre ce à travers quoi elle est passée, le résultat de son expérience qui a été douloureuse, et elle va pouvoir l'utiliser de façon positive pour aider ces personnes-là. Alors, on est en train de travailler sur une plateforme, c'est de l'entraide mutuelle finalement. Tout à fait. Alors, évidemment, ça nécessite un travail antérieur, que tu as accepté, que tu es surmonté, mais peut-être on se dit aussi que ce travail d'aide va t'aider à te réapproprier la situation en disant j'ai été victime, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du sommeil, j'ai perdu des liens avec mon entourage, mais peut-être que je peux aider d'autres personnes en leur partageant mon expérience. Et donc, on va lancer une plateforme, on en a déjà une, mais on va la renouveler un peu et la lancer dans quelques semaines, mais probablement plus, quelques mois. C'est le modèle d'entraide mutuelle dans lequel des victimes vont aider d'autres victimes. Il ne s'agit pas de vengeance, mais il s'agit de parler d'égal à égal. Donc, on n'a pas des experts qui parlent à des victimes, on a des victimes non expertes, mais qui ont vécu des expériences, qui les ont malheureusement enrichies, enfin appauvries financièrement, mais enrichies d'expériences, et de les transmettre à d'autres personnes pour avoir un effet amplificateur. Alors, c'est un pari, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. On s'est beaucoup inspiré d'un modèle qui existe en France qui s'appelle Signal Arnaque, mais aussi d'un modèle d'entraide qui est très répandu dans les communautés de patients, de maladies très répandues comme le cancer ou de maladies plus rares, dans lesquelles les patients ont le sentiment que finalement, même le corps médical ne s'intéresse pas beaucoup à leur maladie parce qu'elle est orpheline, elle est rare. Et donc, ils créent des communautés où ils se disent le corps médical ne s'intéresse pas à nous. Nous, on va s'entraider les uns les autres avec nos maigres moyens. Et on pense qu'il y a là quelque chose, un effet de masse qui peut être intéressant. Encore une fois, il ne s'agit pas de court-circuiter les CAVAC. Pas du tout. Mais il s'agit de dire qu'il y a aussi cette dimension-là. Et on pense que peut-être cette entraide, cette plateforme va pouvoir aider, pas toutes les victimes évidemment, mais quelques victimes à mieux se sentir et à un peu être capable d'accepter la situation. Oui, parce qu'en fait, c'est de lutter un peu, j'avais avancé une cité, c'est de lutter un peu contre cette attente stéréotypée. Il ne va rien se passer. Ils ne vont pas enquêter.
Il y a plein de situations qu'on n'enquête plus. On ne va pas l'arrêter, c'est tout, mais il peut se passer quelque chose malgré tout. Et c'est avec des pairs, d'autres choses, qu'il peut se passer quelque chose. Donc, il faut inviter. Donc, les gens ne sont pas obligés de rester finalement avec tous ces ressentiments, ces incompréhensions et ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent expliquer, il y a d'autres qui l'ont vécu. Donc, je pense qu'il y a une formule un peu... il y a un petit espoir ici. Donc, il ne faut vraiment pas fermer la porte parce que les auteurs sont inatteignables, là. J'aurais une question, du coup. C'est une question et c'est un peu pointu quand même, donc je ne suis pas certaine que vous aurez des réponses, mais peut-être que C'est un défi, que ça. vous avez dit auparavant, ça va peut-être être une piste. Acosta MJ nous dit quand on a été victime de fraude internationale dans le cadre des crypto-monnaies, Oui. on n'a pas la possibilité de retrouver son argent comme dans une banque traditionnelle, il n'y a pas Ouais. d'assurance ou de garantie. Qu'est-ce qu'une victime de ce genre de crime, qui est quand même assez pointu comme question, peut faire? Est-ce qu'il faut qu'elle fasse le deuil justement de ne pas avoir son argent, mais qu'elle trouve un autre moyen de pouvoir exprimer ce qu'elle a quand même vécu à travers ce genre de groupe? Alors effectivement, les crypto-monnaies, c'est un petit peu ça aussi. La raison pour laquelle c'est devenu si populaire parmi les fraudeurs, c'est que c'est en dehors des systèmes bancaires traditionnels. Donc il y a une attractivité parce que les rendements promis sont phénoménaux, tout le monde en parle. Et en même temps, c'est très difficile à renverser les transferts. Donc en termes de récupérer l'argent en tant que tel, c'est très très compliqué. Par contre, il y a quand même il peut y avoir un impact positif si on communique les adresses de portefeuilles de crypto-monnaies auxquelles on a envoyé l'argent à la police, parce que ça va constituer du renseignement qui va pouvoir éventuellement être intégré dans des enquêtes criminelles, parce que ces transferts-là, ils sont traçables. Mm-hmm. On ne sait pas à qui ils vont, mais on peut suivre leur progression. Donc on peut éventuellement agréger ces informations-là avec les informations d'autres victimes pour essayer de monter des dossiers d'enquête, ça c'est déjà vu. Et ultimement, peut-être qu'on contribuera indirectement à l'arrestation de criminels, des crypto-monnaies là, qui sont particulièrement efficaces et donc sur lesquelles la police va se pencher. Mais je pense qu'effectivement, les attentes en termes de récupérer son argent doivent être très, très... malheureusement, ça me fait mal de dire ça, mais il faut considérer que c'est presque certainement perdu. Et donc, il faut trouver peut-être d'autres moyens de trouver des sources de reconstitution ou de... Je dis guérison parce que c'est un petit peu un deuil à faire de cet argent-là. Mais par contre, je pense que c'est important peut-être de ne pas minimiser l'impact qu'on peut avoir si on communique à la police les informations techniques des adresses auxquelles on a envoyé cet argent-là. Ça ne pourra pas être renversé, mais ça pourra aider à des enquêtes. Benoît, c'est maintenant le moment de te dire merci. Benoît, je vous invite, parce qu'on va en profiter. Donc, il y a ici, vous voyez l'adresse du site de la clinique de cybercriminologie. Allez sur le site, partagez les informations du site, aimez le site aussi, parce que c'est des manières de faire connaître. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. Donc, ce petit j'aime a quand même une contribution sociale des fois. Et ici, il est là pour ça. Allez voir aussi le site d'Equijustice, de Jury Pop, d'Éducalois, de Plaidoyer victime, des CAVAC du Québec. J'en oublie peut-être et je m'en excuse, mais allez et poussons-nous tous à la diffusion de cette information-là. On doit tous travailler ensemble. Hein. Peut-être que c'est la conclusion. C'est le mot de la fin. Perfectly said, Serge. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à Equijustice pour l'invitation. Merci d'être je pense que c'est rafraîchissant et c'est enthousiasmant de travailler avec des organismes comme le vôtre qui comprennent ce qu'on essaye de faire, qui essayent de faire des choses semblables et d'innover ensemble. Ouais. C'est ça qui nous donne l'énergie et qui, on l'espère, va aider, contribuer positivement un petit peu à toutes ces problématiques. Merci à toi et ton équipe, Benoît. Merci.